savez, je suis arrivé fin juillet 2007 et une semaine plus tard, une bombe est tombée à la frontière de la Géorgie et de l'Ossétie du Sud. Donc j'ai eu l'impression d'arriver dans un pays assez chahuté où il fallait être réactif. Ce que j'en retiens, c'est surtout l'extraordinaire densité de la vie politique, une passion géorgienne pour la vie politique, des combats, des manifestations, des rues bloquées, des contestations de résultats d'élections, une station de télévision attaquée par les services spéciaux en cagoule, une sorte d'imprévisibilité de la vie politique permanente. Puis bien entendu, l'événement majeur de mon séjour, c'était la guerre de août 2008, ce qui a contribué à évidemment donner une dimension nouvelle à ce pays du Caucase qui était quand même assez largement ignoré. Et je tiens à le dire, il y a l'extraordinaire situation géographique de la Géorgie, dans le Grand Caucase, coincée entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Russie et la Turquie. Et ce petit pays concentrant autant d'enjeux stratégiques et politiques m'a laissé le souvenir d'une cause peut-être mal connue, mais qu'il fallait contribuer à faire découvrir. Ça a été ma mission d'ailleurs, faire comprendre les enjeux de la Géorgie à Paris. Je voudrais aussi quand même insister sur quelques événements comme les élections qui ont eu lieu en 2008 et qui ont été très vite contestées, ce qui a provoqué des contestations et un raidissement du président Saakashvili qui s'est conclu d'une certaine manière par sa chute peu de temps après mon départ, puisqu'il a perdu les élections de 2012 au profit de cette opposition un peu exceptionnelle qui était faite de petits partis qui se tiraient dans les pattes assez souvent d'ailleurs, mais qui ont réussi à être fédérés en quelque sorte par Bidzina Ivanishvili, qui est devenu brièvement Premier ministre, mais ça c'était après mon départ. Moi, ce que j'ai vécu, c'est la montée en puissance de Saakashvili en tant que figure emblématique de la contestation anti-russe, et puis les effets de la guerre, avec entre-temps la mobilisation de l'Union européenne pour soutenir ce pays qui avait déjà déclaré sa volonté de rejoindre l'Union européenne un jour. Vous savez, la position de Paris sur la Géorgie était assez simple quand je suis parti, c'était il y a parfois des échauffourées, il faut essayer de ramener le calme pour éviter tout dérapage. En une phrase, c'était ça. Mais évidemment, quand en 2008, on a commencé à constater une multiplication d'incidents, par exemple des survols aériens, des tirs sur les observateurs de l'OSCE, des blessés entre les Ossètes et les Géorgiens, des provocations des deux côtés. Il a fallu se rendre à l'évidence, le chaudron abkhaze, comme l'a titré un journaliste, pouvait s'embraser. Et puis finalement, ce n'est pas le chaudron abkhaze qui s'est embrasé, c'est le chaudron ossète. Donc à ce moment-là, il a fallu passer en mode de gestion de crise avec plusieurs options. Option 1, ne rien faire. Option 2, s'engager. Et moi, ce qui m'a paru évident, c'est qu'il fallait tout de suite s'engager puisque nous avions la présidence de l'Union européenne depuis le mois de juillet. Et lorsque la guerre se déclenche le 7 août, la présidence française de l'Union européenne ne pouvait pas rester les bras croisés en regardant les armées s'affronter. Donc nous avons tout de suite décidé avec le ministre Bernard Kouchner de monter une opération de négociation pour un cessez-le-feu. C'est ce qui m'a occupé entre le 8 août et le 12 août. 4 jours extrêmement intenses pendant lesquels la négociation s'est déroulée entre Paris, Tbilissi et Moscou. Les autres capitales étant un peu moins mobilisées puisqu'on était quand même au début du mois d'août, mais ayant la présidence de l'Union européenne, il fallait aussi inclure les autres Européens.
Ce qu'on a réussi à faire en 4 jours, c'est à mobiliser les Européens totalement unis sur un plan en 5 points, puis en 6 points, qui a été négocié par le président Sarkozy avec les 2 chefs d'État, dans la nuit du 12 août. Puis, 13 août, présentation de ce plan à Bruxelles et endossement à l'unanimité de ce plan de règlement de la crise. Et du coup, dès le 13 août, les hostilités s'arrêtent. Ensuite, il a fallu gérer la mise en œuvre du plan de cessez-le-feu, ce qui a été assez compliqué, puisque les Russes ne partaient pas vraiment des zones qu'ils avaient en quelque sorte conquis entre le 7 et le 12 août. Donc il a fallu mener une deuxième phase de négociation pour s'assurer que les troupes russes partaient. Et c'est là que Bernard Kouchner a décidé de vérifier la réalité de ce retrait, de revenir voir sur place la réalité du retrait. Et entre-temps, en septembre, le président Sarkozy était retourné à Moscou et à Tbilissi pour exiger la mise en œuvre de l'accord du 12 août. Donc une période estivale particulièrement intense. Il faut reconnaître avec le recul maintenant des années que l'impulsion peut être bonne ou mauvaise, mais j'ai eu beaucoup de chance. Les impulsions que j'ai eues ont été les bonnes. C'est-à-dire d'abord immédiatement dire au ministre, monsieur le ministre, il faut s'engager tout de suite et pas attendre d'avoir un consensus à l'OTAN, à l'ONU, à l'OSCE, Vienne, New York, tout ça, en plein mois d'août. Je lui ai dit c'est tout de suite ou jamais. Et cette intuition, cette impulsion politique a été immédiatement approuvée par le président qui a décidé de s'engager lui-même. Et donc il lance la négociation sans attendre. Ça c'est un moment particulièrement fort. Puis deuxième chose, après la signature de l'accord, il faut le mettre en œuvre. Et là où j'ai eu une sorte d'intuition, c'est que toute violation de l'accord serait inacceptable. Et donc il fallait en exiger la stricte application. Pour ça, il fallait que les Russes cessent toute offensive. Or, il y a eu des échauffourées, il y a eu des avancées de troupes, et c'est vrai que je me suis de façon un petit peu audacieuse précipité au nord du pays pour dire à Sachkere, qui était tout près de la frontière russe, je suis ici pour la mise en œuvre intégrale de l'accord, et donc il n'est pas possible que les mouvements de troupes russes menacent ce village de Sachkere. Un épisode que les Géorgiens évoquent régulièrement. Et puis il y a eu aussi des moments de pure diplomatie humanitaire. Je me suis retrouvé à échanger des prisonniers russes et géorgiens sur un pont en respectant les instructions de la Croix-Rouge en matière d'échange de prisonniers. Parce que la tension était telle entre les deux belligérants que personne n'arrivait à régler la question des prisonniers. Ils m'ont demandé si je pouvais les aider, j'ai dit oui, on va essayer. Et je me suis retrouvé en pleine nuit à négocier un accord entre un général russe et un haut fonctionnaire géorgien pour réussir cet échange. Et donc on a réussi à échanger 15 Géorgiens contre 5 militaires russes, dont un était blessé sur un brancard. Donc vous imaginez la tension qu'il pouvait y avoir avec les militaires russes qui chargeaient les blessés dans l'hélicoptère, etc. Mais c'était en application de l'accord, et donc on travaillait avec les Russes, comme avec les Géorgiens, en tant que médiateur. Ça, c'est des moments assez forts. Je ne peux pas non plus oublier de rendre hommage à la réactivité du centre de crise qui venait d'être créé, tout juste créé, à la demande de Bernard Kouchner, et au fait qu'en l'espace de 48 heures est arrivé un avion avec de l'aide humanitaire et avec une proposition d'évacuation pour les Français qui auraient souhaité quitter la Géorgie en guerre. On a mené cette opération d'évacuation, plus de 250 personnes, des Français mais aussi des Européens, avec Philippe Etienne, qui était à l'époque le directeur de cabinet de Bernard Kouchner, et le centre de crise, en quelques heures.
Et tout ça s'est passé avec une espèce de flegme incroyable, une équipe de l'ambassade qui était totalement mobilisée, sans aucune appréhension. Aucun de mes collaborateurs n'a demandé à rentrer. Pour placer les choses dans le contexte, les troupes russes qui avancent en Géorgie et des gens, certains collègues d'autres ambassades, paniquant et fuyant à l'étranger. Nous, on a regardé ça avec pragmatisme et finalement, on a évacué ceux qui voulaient partir, mais l'ambassade est restée ouverte. Premier point, le président Saakashvili et sa femme sont francophones. Il y a donc une grande sympathie pour la France. L'un de mes prédécesseurs, Salomé Zourabichvili, est évidemment francophone, mais porte un nom géorgien. Et donc, il y a une histoire très ancienne. C'est la France qui a accueilli le gouvernement géorgien en exil en 1921, lorsque les bolcheviks avancent et conquièrent la Géorgie indépendante, rappelons-le, 1918, fin de la guerre, 1921, 3 années d'indépendance. Donc cette francophilie, elle est ancienne, elle est solide et elle est perpétrée au plus haut niveau de l'État par un président et son épouse francophones. Ça nous prédisposait à avoir des relations exceptionnelles. L'espèce de miracle qui s'est produit à ce moment-là, c'est que personne ne bougeait, sauf les Français, pour venir au secours de ce petit pays, et qu'il se passe quelque chose, un déclic. Saakashvili et Sarkozy discutent, trouvent un compromis, et ça marche. Et puis, du côté russe, peut-être l'audace française est reconnue, et les Russes trouvent au fond intéressant de jouer le jeu. Et donc on assiste, malgré les critiques qui ne manquaient pas de venir, oui, comment est-ce que vous pouvez garantir le retrait russe, etc. Malgré ça, ça marche. C'est-à-dire qu'on constate le 10 octobre, Bernard Kouchner vient sur le terrain constater le retrait physique des troupes russes. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui se cristallise entre les deux pays. Et évidemment, autre moment très important, c'est la 3e visite du président Sarkozy le 7 octobre 2011, à titre purement bilatéral cette fois, et 100 000 personnes sur la grande place de Tbilissi pour remercier la France de son action. Ça marque. 100 000 personnes. Bon, la relation franco-géorgienne, elle passe aussi par l'éducation. Et là, je voudrais évoquer un autre moment important de cette relation bilatérale, c'est la décision prise par mon prédécesseur, Philippe Lefort, de soutenir un projet de création d'une grande école française. Quand j'arrive en Géorgie, il y a 7 enfants dans une petite école qui subsiste dans une salle un peu perdue avec 3 Tchèques, un Géorgien, rien quoi. Et mon prédécesseur me dit, voilà, il y a un projet intéressant à conduire, c'est la création d'une école française avec l'aide d'un mécène. Et on se dit, banco, il y a quelque chose à faire. Voilà. Et on développe avec ce mécène une relation amicale, particulière, qui fait qu'on se lance dans la construction d'une école avec un architecte francophone vivant en France qui vient régulièrement faire des plans. On arrête les plans et il y a une supervision du chantier qui commence. C'est un gigantesque chantier pour une école d'une capacité de plus de 300 élèves avec des équipements sportifs. Et tout ça continue malgré la guerre. Et l'inauguration de l'école s'est faite en 2010 avec 80 élèves inscrits à ce moment-là. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les murs sont déjà trop étroits, on est à plus de 300 élèves. Voilà, donc il y a une continuité de l'action française en Géorgie sur plusieurs années, disons, on peut dire de 2006 à
à 2016, la montée en puissance en 10 ans d'une école qui n'existait pas quand je suis arrivé. Une autre chose que je voudrais évoquer à propos de mon séjour en Géorgie, c'est l'extraordinaire qualité des relations humaines que j'ai pu avoir avec les membres du gouvernement, mais aussi les membres de l'opposition. J'ai tissé des liens extrêmement personnels avec un ministre comme Ghela Bejouachvili, Grigol Vachadze, avec des membres de l'opposition de l'époque, du Parti des Républicains, Tina et David, avec Eka Besselia et bien d'autres personnalités qui avaient besoin de notre soutien d'une certaine façon et de notre écoute dans une situation qui était assez dramatique. Il faut rappeler qu'il y a eu des attaques contre cette télévision qui était proche de l'opposition. Je voudrais aussi citer le nom de Vano Merabishvili, ministre de l'Intérieur de Saakashvili, qui est aujourd'hui en prison, sauf erreur de ma part. Et je regrette de savoir que cet homme, avec qui j'ai eu d'excellentes relations, subit les conséquences d'une tension politique qui reste trop forte. Je pense que la Géorgie d'aujourd'hui s'honorerait en libérant ce ministre de l'Intérieur, de même que Saakashvili, parfois à ma demande, a libéré des opposants ou des avocats qui avaient été, à mon avis, injustement emprisonnés. Cette action en faveur des droits de l'homme faisait aussi partie de ma mission. Et donc, c'est une sorte de message que je donne aussi. J'espère qu'il n'y aura pas de prisonniers politiques durablement dans ce pays. Le pardon, c'est important. Et j'ai demandé parfois à Saakashvili de pardonner certaines personnes, de les libérer, parce qu'il fallait avoir cette action. Parfois, nous l'avons fait d'ailleurs en liaison étroite avec les Européens, et c'était le cas de l'intervention de Adam Michnik, par exemple, un Polonais célèbre, que nous avions trouvé malin avec mon collègue européen, de faire venir comme médiateur auprès de Saakashvili pour résoudre la tension créée avec l'opposition. Donc ces médiations européennes fondées sur la volonté de défendre les droits de l'homme ne doivent pas être négligées.